Bonjour Christine. Bonjour Marie-Christine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la thématique du lien d'attachement. Le lien d'attachement qui est de l'enfant vers le parent d'un point de vue affectif, émotionnel. Lien d'attachement qui aura inévitablement des conséquences à l'âge adulte dans toute forme de relation. Donc, un enfant qui a été sécurisé par ses parents, donc quand on parle sécurisé, c'est les soins appropriés, les soins vitaux et l'accueil émotionnel. Donc, ça va rassurer l'enfant qui va pouvoir créer un lien d'attachement sécurisant. À côté de ça, il y a des liens qui ont été totalement insécurisants, voire totalement chaotiques. La manière dont l'enfant va créer son biais cognitif à travers l'attachement va être une reproduction à l'âge adulte dans ses relations à des tiers. Est-ce que tu pourrais expliquer les différents types d'attachement, les modèles qui risquent de se reproduire fortement à l'âge adulte, en parlant également des trois stades, donc c'est-à-dire le stade oral, le stade anal et le stade phallique. Oui, donc par rapport au stade oral, donc c'est les premiers moments du développement, donc le 0 à 1 an. Là, ce qui est très important, c'est que le lien de la mère à l'enfant soit un lien de sécurité. L'enfant, il est né pour être en sécurité, hein, c'est les événements de sa vie qui peuvent l'amener à vivre dans l'insécurité. Et donc, dans la relation à la mère, c'est très important que l'enfant se sente vu et entendu. Hein, donc, ça, c'est vraiment important que la maman soit à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis physiques, psychologiques, voilà, tout ce qu'elle ressent comme émotion, et qu'elle soit dans l'empathie, connectée au bébé par rapport à ce qu'il ressent. Et donc, ça, c'est un élément essentiel dans le lien d'attachement sécure. Et l'importance alors du rôle du papa dans cette sécurité qui peut être aussi très conséquente si la maman se sent en sécurité dans sa relation de couple. Inévitablement, la maman aura plus de force aussi pour faire face à son quotidien et être dans la bienveillance, dans l'empathie avec son enfant. Donc je pense que le rôle de coparent était très important. Bien sûr. D'ailleurs, Boris Cyrulnik l'a dit, ça commence déjà dans la vie intra-utérine, où la maman qui va se sentir en présence avec son compagnon ne ressentira pas du rejet ou de l'abandon, ce qui va effectivement influencer également l'enfant. C'est exact Oui, tout à fait. Hein. Donc ça, c'est le deuxième élément dans le lien d'attachement qui est très important, c'est la protection. Hein. Donc bien sûr, c'est la protection de la mère, mais comme tu le dis, c'est aussi la protection du père. Et si le père a ce rôle protecteur déjà in utero, il permet à la mère de se sentir en sécurité, il favorise son état de sécurité et celui de l'enfant, bien sûr. Hein. Donc avant le stade oral, on oublie dans le développement du lien d'attachement l'importance de la vie intra-utérine. Et on sait maintenant que si la maman est stressée, elle va communiquer son stress par le cordon ombilical avec l'adrénaline, le cortisol, et ça va saturer le placenta jusqu'au moment où, si le placenta est saturé, il y a communication de l'adrénaline et du cortisol au bébé, au fœtus. Donc finalement, l'insécurité, elle peut venir déjà de la vie intra-utérine. Et ça, c'est très important de rajouter ça aux notions de stade du développement oral, anal et phallique, hein, oedipien. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais stressé en étant enceinte. Il y a le stress qui est tout à fait normal, c'est quand le stress devient chronique, qu'il y a un danger tant pour la maman que pour le fœtus et la relation ultérieure. Donc c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le stade oral ? Alors, le stade oral, c'est un stade finalement qui est lié autour de l'oralité, donc le fait de donner le sein, d'envelopper l'enfant affectivement. Mais la maman, elle a un rôle très important dans l'enveloppement affectif, que ce soit par ses mots, par ses caresses, par sa douceur, la douceur de sa voix, son ton de voix. Tout ça joue un rôle très important pour sécuriser au niveau du stade oral. Et donc, dans cette indifférenciation, il y a une plénitude du lien de sécurité parce que l'enfant se sent enveloppé.
Donc l'enveloppement affectif, c'est vraiment une notion très importante au stade oral. Pour le développement finalement Mm. à vie de l'enfant. Ah Donc, oui, 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 effectivement. oui. Et le stade anal, alors c'est à partir de 1 an, c'est le stade anal? Oui, donc au stade anal, mais l'enfant, à ce moment-là, il a à un moment donné besoin d'autonomie, il a envie de se différencier progressivement de sa maman. Et donc cette différenciation, elle va se manifester par l'opposition, dire non, sans même avoir de raison. C'est un non qui vise juste à mettre de la distance. Et donc par cette distance, bah, l'enfant s'autorise finalement à être plus lui-même, hein, à distance de sa mère, pour explorer. Donc c'est une condition très importante qui sera très importante pour la suite, de pouvoir explorer le monde, découvrir le monde en sécurité. Et donc c'est un stade d'opposition où il peut y avoir de l'agressivité, on n'est pas d'accord, et la maman, c'est très important qu'elle soit ferme dans son non, mais en même temps qu'elle soit apaisante, qu'elle reste apaisante, en sécurité avec elle-même pour continuer à être en sécurité avec son enfant. Donc c'est la partie importante pour l'enfant pour se différencier de la mère, sinon c'est une fusion qui ne permet pas une réelle identité de l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc qui pourrait avoir également une conséquence, laquelle, si jamais ça reste trop fusionnel, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Mais voilà, si la maman, par exemple, est dans l'insécurité, qu'elle est dans la dépendance affective, elle va par exemple vivre à travers son enfant, et donc elle va avoir du mal à laisser son enfant prendre de la distance. Et donc, ou bien si elle a des comportements dominants, qu'elle veut garder l'emprise sur son enfant, à ce moment-là, elle ne va pas accepter que l'enfant prenne de la distance, et il y aura de la violence verbale ou de la violence psychologique. Donc, tous ces éléments, tous les traumas de la mère, finalement, vont avoir une influence directe sur sa capacité à accepter que l'enfant prenne distance. Et donc, la conséquence de ça, si l'enfant reste dans cette indifférenciation, il va vivre soit une inversion des rôles, il va devenir le parent du parent, par exemple. Si c'est la maman qui dépend de son enfant pour ressentir la sécurité, le bien-être, ou bien il va être dépendant de sa maman si la maman veut garder le contrôle sur l'enfant. Et donc à ce moment-là, cet enfant ne pourra pas développer sa confiance en lui, par exemple, puisque dans le contrôle, la surprotection, c'est la mère qui est dans une attitude de surprotection ou dans une attitude d'emprise violente. Donc à ce moment-là, dans les deux cas, il y a de l'insécurité, et l'enfant non seulement va ressentir de l'insécurité, un manque de confiance en lui, en la vie, mais aussi un manque de confiance dans le monde. Il aura peur d'explorer le monde, il aura peur des autres. Donc ça peut créer des angoisses finalement, Oui. des angoisses qui sont répétées d'un parent vers l'enfant, donc si je comprends bien, avec justement une empreinte identitaire. Voilà, donc au tout début de l'enfance, il y a une co-régulation, c'est la maman ou le papa finalement qui vont réguler les émotions de l'enfant, et donc c'est très important qu'il soit en sécurité. Parce que si le parent est en insécurité, il fait ressentir l'insécurité à son enfant. Voilà, donc la co-régulation est très importante, le parent est le modèle finalement, hein, donc au niveau émotionnel comme au niveau de ses comportements, donc de ce qu'il dit aussi. Ouais, ça s'appelle les modélateurs de parents. Voilà, c'est ça. On en revient. Et le stade phallique? Et donc, à un moment donné, il y a vers 3-4 ans, l'affirmation de soi qui vient, le désir vraiment de marquer sa différence, et le stade phallique, donc c'est une revendication de cela, et on arrive à ce moment-là à l'Oedipe. Et donc, il y a une rivalité avec le parent du même sexe, et un désir d'attirer les faveurs du parent du sexe opposé, ça c'est l'Oedipe. Et ça, là c'est le parent qui est vraiment responsable de pouvoir dire non, tu auras un partenaire plus tard, et je ne suis pas ton partenaire. Sinon, l'enfant pense que la maman est une extension de lui, c'est exact, ou le papa, si c'est le papa qui donne les soins, une extension de lui-même, avec le risque, c'est là qu'on appelle la relation objectale.
la relation objectale, elle est présente depuis le stade oral jusqu'à l'Oedipe. Et donc, dans la relation objectale, ben, finalement, il peut y avoir des relations de pouvoir s'il n'y a pas de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir finalement cette relation objectale? Comment est-ce que la relation objectale s'installe au niveau du modèle relationnel qu'on voit effectivement chez l'enfant, mais qu'on voit également à l'âge adulte? Ben, dans la relation objectale, donc, il y a un objet. Donc, c'est possible qu'il y ait un objet s'il y a une différenciation. Donc, la mère offre son sein, elle n'est pas l'enfant, puis elle met un interdit à l'enfant au niveau de sa capacité à dire non, et donc l'enfant accepte le non. Et puis, il y a le stade oedipien, là c'est l'objet plus au niveau de la sexualité. D'accord. Okay. Maintenant, j'essaie de comprendre dans un mécanisme finalement qui est enclenché dans l'enfance. On voit que des personnes qui ont été dans une insécurité ou dans l'évitement relationnel quand ils étaient enfants avec les parents, on voit se reproduire ce mécanisme à l'âge adulte, dans le couple par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire la corrélation entre justement l'attachement qu'on a eu dans son enfance, qui finalement l'emprunte à vie dans nos relations, sauf si après il y a un suivi thérapeutique pour mieux comprendre nos mécanismes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette reproduction à l'âge adulte? Eh bien, je pense que c'est le lien d'attachement qu'on a eu avec son parent qui va déterminer le type de lien qu'on recherche dans la relation partenaire. Hein. Donc, souvent, on va vers ce qu'on connaît finalement, hein, donc inconsciemment, et c'est ça que l'on reproduit. Donc, si on a eu un attachement sécure, on va rechercher un type de lien sécure. Par contre, si on a eu un attachement insécure, on va rechercher des relations qui vont nous faire revivre de nouveau cette insécurité qu'on connaît bien et donc qui correspond à un modèle interne opérant et une façon finalement d'appréhender le monde qui est insécure, donc soit le combat, la fuite ou le figement. Hein, donc c'est les mécanismes de survie qui sont présents quand on est dans l'insécurité. Donc par exemple, si on est dans le comportement évitant, on sera plutôt dans les mécanismes de survie orthosympathiques, c'est-à-dire combattre ou fuir. Hein, donc, si on est plutôt dans le figement, ça c'est une insécurité qui immobilise, et bien à ce moment-là, on va être plutôt dans la dépendance. Hein, donc, on est dépendant de l'autre, on va laisser faire, on va donner la responsabilité à l'autre, et donc on est vraiment dans le figement, l'objet de prédateurs, parce que les prédateurs, ce qu'ils perçoivent, c'est le figement. Et donc, on va attirer des prédateurs quand on est dans le figement. Donc là, ça revient de la sécurité de l'enfance qui se reproduit dans la sécurité du lien. Figement, j'ai peur, figure d'autorité, d'où je me fiche, figure maternelle autoritaire égale pour la sécurité de la personne à l'âge adulte. J'ai peur de cette figure d'autorité. Tout à fait. Ouais. Donc ça peut être le père ou la mère, bien entendu. Il n'y a pas de... Que ce soit le père ou la mère autoritaire. On confond avoir de l'autorité sur son enfant et être autoritaire. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer aussi la nuance à faire entre avoir de l'autorité, donc ça veut dire se faire respecter, se faire faire du lien sécurisant par les limites que l'on attribue à l'enfant. Les limites construisent l'identité de l'enfant. Les limites sont des jalons pour permettre à l'enfant de savoir ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, dans un lien respectable. Et bien souvent, on confond autorité et autoritaire. Oui, donc c'est aussi lié aux relations d'insécurité de notre enfance. Hein. Finalement, si on est dans le modèle autoritaire, on sera plutôt dans un style combatif dominant. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas dans l'autorité, on est autoritaire. L'autorité, c'est mettre une limite ferme, mais en donnant la limite dans un cadre sécurisant. Donc, en restant apaisant, en étant soi-même apaisé, on peut mettre la limite. On n'est pas obligé de hurler sur son enfant, de le frapper pour avoir de l'autorité. Par contre, quand on est autoritaire, c'est ce qu'on fait, parce qu'on est dans l'insécurité. Et donc, c'est un
style combatif qui est lié à une insécurité profonde, liée au trauma de l'enfance, donc à la relation aux parents qui a été insécurisante. Donc tout ça se reproduit à la fois dans la relation que l'on a avec ses propres enfants à l'âge adulte et dans notre couple quand on est en couple. Donc il y a une répétition aux deux niveaux. Donc, important d'éviter justement de mettre l'enfant dans la soumission, parce qu'il va considérer que la soumission est un état normal dans la relation. Exactement. Et donc, par contre, si on est dans plutôt le laxisme, ben, là, ça veut dire qu'on est plutôt dans un état de figement. On laisse tout faire, on laisse faire, comme je le disais, le dorsal, hein, donc le figement, c'est laisser faire. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas mettre la limite, on ne sait pas être ferme, et on est plutôt dans la soumission. Et je pense notamment dans les relations frères et sœurs également, on voit parfois des frères ou des sœurs qui prennent l'autorité sur l'autre enfant, avec finalement on ne se rend pas toujours compte, on croit que l'enfant aîné par exemple est dans la bienveillance avec son petit frère ou sa petite sœur, mais quelque part c'est aussi une recherche de vouloir dominer, parfois ce n'est pas toujours de la bienveillance, parce que l'enfant n'a pas la capacité réflexive comme l'adulte de savoir quelle position prendre dans une relation d'égal à égal. Donc on voit parfois, même dans les relations entre jumeaux, qu'il y a cette fusion qui se met dans une relation. Qu'est-ce que toi tu penses de cette relation fusionnelle entre des jumeaux par exemple? Est-ce que ça permet l'identité respective? Bah, on voit quand même beaucoup de jumeaux qui essayent justement de se différencier, qui sont un peu les opposés l'un de l'autre, parce que justement, voilà, c'est la question de l'identité qui est en jeu, hein, donc avoir une identité différenciée, c'est très important, hein, donc ils vont à ce moment-là être dans l'opposition, mais tout dépend au fond de ce qui s'est passé in utero. Je pense que ça joue un grand rôle, comment les jumeaux se sont sentis ensemble dans la relation avec la mère. Est-ce qu'ils se sont sentis dans la sécurité, dans l'insécurité? Ça joue aussi un rôle Est-ce que très le père important. était présent? Est-ce que le père Voilà, était ouais, donc tout ça. dans le lien finalement? Oui, c'est ça. On ne se rend pas compte que le lien, il se crée dès qu'on a décidé de faire un enfant, même avant qu'il ne soit dans le ventre de la mère. Donc l'importance d'un bon lien entre hommes et femmes, Ouais. ou même femmes et femmes et hommes et hommes, quand il y a une décision d'avoir une famille de ce type. Il est important de pouvoir vraiment créer ce lien affectif pour pouvoir inévitablement l'étendre dans la vie avec ses enfants. Et donc on parlait de jumeaux, mais ça peut également être frères et sœurs, ça peut être la grande sœur qui prend le dessus sur le petit frère, ou le grand frère qui prend le dessus sur la grande sœur. Ça risque de créer finalement des mécanismes que l'autre peut commander finalement dans la relation. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi d'ambivalence au niveau de la compréhension du lien? Mais en fait, on peut remarquer que si, par exemple, il y a un grand frère ou une grande sœur dominant, eh bien, c'est souvent la conséquence, évidemment, de ce qui s'est passé dans la relation aux parents. Hein, donc, si, par exemple, il y a un grand frère ou une grande sœur abuseur, par exemple, qui commet une agression sexuelle, ben, on remarquera que c'est souvent lié au fait que c'est un mécanisme de défense contre une agression sexuelle qu'il a vécue lui-même. Hein, donc, c'est pas un hasard si un grand frère ou une grande sœur est dans un comportement d'agression, que ce soit sexuel, verbal, psychologique. Ce n'est que finalement la répétition, hein, la remise en acte de quelque chose qui a été vécu par l'enfant en étant victime évidemment d'une agression. Hein, tout à fait. Et quand on parle d'agression, je ne peux inévitablement faire le lien avec la négligence. Parce que je vois aussi beaucoup comment je fais les liens. Un couple qui a des difficultés, et puis on se rend compte qu'il y a un des deux qui a vécu une enfance un peu solo, avec une nourrice qui s'est occupée de l'enfant. Donc l'affectif des parents n'a pas été établi au sens propre, puisqu'il y avait quand même une personne intermédiaire. La personne intermédiaire peut être bienveillante, tout ce qu'on veut, mais on voit à l'âge adulte cet enfant qui n'a pas pu vraiment créer un lien avec le parent, qui est dans un évitement. Et à côté de ça, on voit cette épouse qui a vraiment envie de retrouver cette sécurité du lien qu'elle a connue, avec une sensibilité
à tout point de vue, qui fait vraiment, il faut bien se rappeler que la sensibilité n'est pas une lacune. La sensibilité, ça fait de vous des êtres humains. Et on a dans cette société où la domination et la dominance est sur la performance, cet écart qui se creuse de plus en plus et qui crée du mal-être dans la relation, alors que la sensibilité, c'est le fondement de l'être humain. Donc le lien peut être vraiment tronqué dans son regard que l'on porte sur l'autre par rapport à, comme tu le disais, la sécurité qu'on a ressentie, l'insécurité ou vraiment la relation chaotique où il y a de la violence et de la négligence. Et on le revoit effectivement, ben, il n'est pas là pendant 3 mois et puis il revient et puis monsieur a une pulsion parce que ça n'est pas une envie sexuelle, c'est plus une pulsion qui vient après 3 mois d'absence. Comment est-ce qu'on pourrait faire correspondre finalement cet état émotionnel ressenti chez les deux? Mais donc, c'est vrai que quand on a, par exemple, une insécurité qui nous amène à être plus dans la dépendance ou la codépendance à l'autre, on va attirer quelqu'un qui est plus dans l'évitement et donc dans la domination. Hein. Donc, c'est des mécanismes complémentaires. Il y a le combatif et il y a le fouillant. Le combatif, il est plutôt dans l'évitement et le fouillant, il est plus dans, finalement, se centrer sur l'autre, soit de vivre à travers l'autre, soit de le surprotéger. Et donc, ça, c'est des mécanismes complémentaires qui viennent, bien sûr, de troubles de l'attachement de l'enfance. Hein. Donc, et ça se reproduit dans le couple. Donc, comment est-ce qu'on pourrait permettre aux personnes de se rendre compte qu'effectivement ce sont ces mécanismes qui se reproduisent? Parce que là, ça peut donner du sens à chacun de se dire, ah oui, ok, ça va, on peut travailler ensemble, pour ne pas tout de suite interpréter il me fuit, c'est une coupure de lien, c'est pervers narcissique, parce que ça c'est vraiment important de pouvoir faire une différence énorme, parce qu'on sait que le pervers narcissique s'approprie de l'identité de l'autre, isole la personne et finalement il veut s'approprier de ses ressources, de son identité. Et je me rends compte qu'il y a une confusion énorme dans les personnes qui me disent il est pervers narcissique parce que simplement c'est une personne sensible, une personne qui a eu un attachement évitant et qui quelque part, non, il n'est pas dans la coupure de lien, le lien lui fait peur, il n'a pas connu. Donc comment est-ce qu'on pourrait... L'évitement est lié à des peurs, hein, donc c'est très important de prendre conscience que si on est dans le combat, si on est dans l'évitement du ressenti, l'évitement du lien, c'est parce qu'on a peur. Hein, donc il y a des peurs aussi bien chez celui qui vit dans la dépendance ou la codépendance, il a peur aussi de quelque chose, sinon il serait en sécurité, hein, il serait lui-même, il ne serait pas dépendant de l'autre. Et c'est pareil chez celui qui est dans le combat, dans l'évitement de ses ressentis, notamment de sa vulnérabilité. Ben, il y a des peurs, hein. Par exemple, pas faire confiance, c'est dangereux de se laisser aller à la confiance. Si je me laisse aller, si je lâche prise, ben, peut-être que voilà, il y a une peur qui surgit et c'est très important d'identifier sa peur. Et si on prend conscience de ses peurs, ben, on peut alors essayer de trouver une ressource pour s'apaiser et rétablir le lien avec l'autre sur la base de la sécurité. Donc le couple s'enrichit évidemment à travers ses expériences et des expériences qui peuvent être parfois conflictuelles, mais le conflit peut se résoudre dans la mesure où chacun peut se remettre en question et peut se connecter à soi, à ses peurs, à ses émotions, en parler, hein, donc parler de ses émotions, parler du conflit, et plutôt que de finalement être dans une distance qui est nuisible. Hein, donc, mais on n'a pas à faire un pervers narcissique parce qu'on est dans un rapport de combat. Hein, le combatif n'est pas nécessairement dans la volonté de nuire. Hein. Le pervers narcissique, lui, il est vraiment dans cette volonté de nuire avec une stratégie calculée de détruire, d'exploiter l'autre. C'est tout à fait conscient. Hein, mais vous avez les combatifs qui sont juste dans le combat, dans l'évitement de leur ressenti, parce qu'ils ont, par exemple, été maltraités ou qu'ils ont été humiliés. Et à partir du moment où ils arrivent à se connecter à leur ressenti, à leur peur,
ils peuvent en parler, ils savent se remettre en question et la relation peut évoluer. Donc on voit beaucoup de personnes qui sont dans un lien d'attachement qui les insécurise. Et on confond justement cet attachement à l'autre et l'amour que l'on porte un pour l'autre. Et là, la définition, en tous les cas selon moi, la définition d'une relation d'égal à égal, dans une relation de bienveillance et d'amour, on doit sentir dans tout son corps effectivement que le partenaire ou la partenaire vous apporte une sécurité. À partir du moment où on est dans une relation où on se sent en insécurité, où on marche toujours sur les œufs, il faut se remettre soi-même en question, en train de dire mais pourquoi est-ce que j'accepte finalement une relation qui m'insécurise avec parfois des états d'agressivité que l'on confond à la colère. La colère, elle est saine, la colère, elle doit être manifestée, c'est une nécessité pour... Je suis en colère parce que je ne me sens pas respectée, je suis en colère parce que là, ça touche à mes limites, à mes valeurs, je suis en colère parce que je me sens agressée. Et là, je pense que beaucoup de personnes font un amalgame entre la colère et l'agressivité, acceptant dans une relation beaucoup d'agressivité relationnelle qui encore insécurise. Et là, effectivement, c'est une des tactiques de la perversion narcissique. On va changer une fois, on va prendre la femme qui pourrait être très dominante sur le garçon, en étant finalement dans la possession de la personne. L'autre devient sa chose, qu'elle ne respecte que quand il répond à ses critères. Ben oui, donc voilà, on peut évidemment confondre le combatif pervers narcissique et le combatif, par exemple, qui lutte contre l'angoisse d'abandon, par exemple, mais qui peut se remettre en question. Je pense que l'élément clé, c'est la remise en question, la capacité à s'excuser. Le pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question, il n'est pas capable de s'excuser et d'aller travailler sur ses peurs. Il refuse la souffrance et donc il refuse d'aller chercher son ressenti. Alors que quelqu'un qui peut avoir des mécanismes de défense combative sans être nécessairement pervers narcissique, peut être confronté et si on lui met des limites, on va pouvoir établir un dialogue. Et avoir un bon esprit critique de voir le pervers narcissique qui va s'excuser simplement parce qu'il voit qu'il est en train de perdre sa proie. Donc il va s'excuser juste parce que là il est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre son punching ball. C'est ça. C'est un petit peu ça. Hein, donc, c'est ça. Comment est-ce que ça se produit finalement comment est-ce que la personne peut faire la différence entre cette capacité de s'excuser ou qui est un mimétisme finalement de code social, mais ce n'est pas une volonté. Comment est-ce que la personne qui est en face peut se rendre compte de ça? Mais je pense que quand c'est de fausses excuses, c'est stratégique, et quand c'est stratégique, on est uniquement dans le mental. Donc quelqu'un qui s'excuse vraiment, on sent qu'il y a de la tristesse, il y a le désir que ça s'améliore, il y a parfois la honte, il y a des émotions. Alors que chez le pervers narcissique, quand il s'excuse, il culpabilise. Il culpabilise l'autre, mais lui, il ne culpabilise pas. C'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment l'absence d'émotion chez le pervers narcissique qui peut vraiment être un signal très important pour le différencier d'autres personnalités dominantes, mais qui peuvent être dans la remise en question. Tous les combatifs ne sont pas dans des mécanismes pervers et narcissiques. Et la différence entre pervers narcissique et caractère pervers? Ah oui, le caractère pervers, lui, il sera dans l'impulsivité. Donc l'agressivité, elle va se traduire par le fait non seulement de l'agressivité verbale, mais ça peut être de l'agressivité physique. Et donc il y a aussi de la manipulation, la capacité de se remettre en question. Mais la différence avec le pervers narcissique, c'est cette impulsivité qui fait le passage à l'acte, même en public. Alors qu'un pervers narcissique, non. Il est toujours dans le contrôle en public. Donnera toujours une image sociale respectable, une image parfaite, et donc il n'est pas discernable. Hein. Il faut vraiment être à son contact régulier pour s'en apercevoir. Donc dans un milieu qu'il connaît bien, il va s'autoriser à montrer sa colère, à taper sur la table, à exprimer sa forme d'intimidation finalement pour garder le pouvoir, mais pas le caractère, c'est ça? Non, pas le caractère, les pervers de caractère. N'auront pas ce mécanisme-là. Ils n'ont
aucune préoccupation de l'image sociale. Hein, donc, ce quand ça les arrange. Je veux dire, quand ça les arrange, mais souvent l'impulsivité prend Prends le dessus. Oui. Et donc bien ne pas confondre finalement ces types de personnalités qu'il faut éviter, qu'il faut fuir quelque part, avec la personne qui est sensible par un évitement relationnel qu'il a programmé dans son enfance, puisque je rappelle que les modèles alternopérants sont effectivement les premières années de la vie de l'enfant qui vont se reproduire dans toute relation à l'âge adulte. Donc je voudrais tirer une sonnette d'alerte, c'est que l'enfant de plus en plus est connecté à des activités ou connecté sur des écrans. Donc ça veut dire que dans des activités, l'enfant doit tout le temps se dépasser, se surpasser. Donc quelque part, cet enfant est toujours dans un mode combat également. Et l'enfant qui est sur des tablettes est en mode figement. Donc ça joue un rôle sur le système immunitaire de l'enfant et sur sa croyance, en tous les cas sur les modèles relationnels qu'il va produire à l'âge adulte. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à expliquer par rapport à ce mode de fonctionnement justement de ces enfants qui sont de plus en plus, entre guillemets, on croit autonomes, parce qu'on se dit waouh, ils sont bien évolués pour leur âge, mais quelque part ils sont fermés au niveau relationnel dans les interactions de la famille. Ben oui, si l'écran devient un substitut du parent, ben, l'enfant à ce moment-là vit dans l'isolement et donc l'insécurité, et donc c'est très préjudiciable pour sa santé physique et mentale, hein, parce que finalement la santé physique dépend de l'état de sécurité. Hein, si on est dans le stress, et qui dit stress dit maladie à long terme. Donc ça c'est au niveau de la santé physique, et la santé mentale ben, mise en péril aussi, puisque finalement c'est la capacité à être en lien avec soi et avec l'autre qui fait la santé mentale. Et si l'enfant est isolé sur son PC, sur son GSM, ben, il ne développe pas cette capacité à être en lien, et donc sa santé mentale est également en péril. Hein, donc il crée des conditions relationnelles d'écran à lui-même. Oui, avec tous les risques qui vont avec. Oui. Et maintenant, attention, il faut vraiment de nouveau mettre le curseur. Vous rentrez du travail, les enfants sont 1 heure ou 2 à la télé à regarder un dessin animé ou un film. C'est pas grave, on a tous regardé la télé dans les temps passés. C'est l'accumulation d'écran qui est nuisible. Voilà, c'est ça. Donc si la télé est momentanément un substitut pendant que vous faites le dîner ou que vous êtes en train de préparer le souper, soyez bienveillante avec vous-même aussi. Ça fait partie aussi du quotidien de l'enfant et du parent. Donc c'est important de pouvoir le comprendre également. Oui, ce qui est important, c'est que les conditions du lien soient là pour que l'enfant grandisse, hein, donc dans la sécurité. Donc les conditions du lien, ben, c'est que l'enfant se sente vu, entendu, que l'enfant se sente protégé et que l'enfant se sente réconforté par son parent quand il en a besoin, qu'il se sente en confiance avec son parent. Et donc toutes ces conditions, alors à ce moment-là, une fois qu'elles sont là, bah, permettent finalement différentes activités, notamment aller sur son GSM, il n'y a pas de souci avec ça. C'est quand ça vient remplacer finalement un lien sécure que ça devient un problème. Ouais, tout à fait. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tous les cas, je te remercie, Christine. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Et si vous aimez, un petit pouce. Voilà. Merci, Christine. Merci, à la prochaine.